Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast EdTech France, enregistré exceptionnellement en direct depuis chez moi, puisque la mode est au télétravail. Eh bien, nous avons également cédé à la mode du télépodcast, ce qui permet d'avoir des invités qui sont également depuis chez eux et parfois même qui ont la chance d'être en vacances, puisque nous avons nous aussi la chance d'avoir au micro un acteur de terrain pour parler de la place du numérique dans l'éducation à l'école, et notamment là où on l'attend le moins, dans les écoles élémentaires, dans les écoles primaires. J'ai donc le plaisir d'accueillir Cédric Cardinal, alias Cédric C-Prof sur Twitter, qui est directeur de l'école élémentaire Loge Blanche à Épinal. C'est bien ça, Cédric? Comment vas-tu? Bonjour Rémi, écoute, ça va très bien. Pour rectifier, je suis pas à la maison, j'ai triché, je me suis mis à l'école pour être dans l'ambiance. Donc voilà, j'ai installé tout mon petit matériel informatique pour pouvoir enregistrer cette émission dans mon bureau à l'école élémentaire de la Loge Blanche, comme tu viens de le dire, et je suis très content d'avoir ce petit rendez-vous avec toi. C'est beau ça, on est en vacances, et après on va dire que les profs bossent pas, les mecs ils sont en vacances et ils vont à l'école. Et c'est vrai que, parce que on n'est pas ensemble, mais pour autant on se voit, on a une petite caméra, et je suis rassuré de savoir que tu es à l'école, parce que je me disais sinon il a vraiment reproduit un décor de bureau de directeur d'école chez lui. Et je vois même la liste des élèves, des notes, des affiches avec des lapins, etc. Bon, donc tu es en forme, j'ai cru comprendre que tu avais un peu arrosé les vacances, c'est ça? C'est ça, oui, c'est vrai qu'on s'est eu off tout à l'heure. Voilà, les vacances, c'est du travail, mais aussi de la détente. Hein, il faut savoir faire la part des choses. Bon, pour voilà, directeur d'école, on est mercredi. Je suis revenu à l'école lundi, mardi, mercredi. C'est normal, c'est toujours comme ça. Je vais encore y revenir un jour ou deux, mais on essaye aussi de sentir que c'est les vacances, et on s'est retrouvé avec quelques collègues puisqu'il y a une très bonne ambiance dans mon équipe hier autour d'un apéritif estival. C'était sympa. Voilà, et ben, moi j'ai été, je suis fils de prof, frère de prof, petit-fils de prof, neveu de proviseur, etc. Donc je sais bien que quand la cloche sonne, la journée ne s'arrête pas. Je sais bien que le Exactement. week-end, les copies sont encore là à corriger. Je sais bien que pendant les vacances, on prépare les cours, donc je suis pas du tout étonné de te retrouver dans une école. Alors, quand on m'a conseillé de t'interviewer, Cédric, parce qu'on m'a dit, tu vas voir, c'est un directeur d'école, donc un acteur de terrain, et en plus c'est un geek. Alors, qu'est-ce que c'est être un geek? Donne-moi ta définition du geek, Cédric. Oh, moi, je vais être assez simple. Un geek, pour moi, c'est simplement un passionné d'informatique, passionné de tous les outils qui peuvent exister, mais également de mettre un peu les mains dans le cambouis, de comprendre comment ça marche, démonter son PC, le faire soi-même, bricoler tout. Enfin voilà, pour moi, geek, c'est être passionné de numérique et de nouvelles technologies. Et tu as d'ailleurs un forum, non, je crois? C'est C'est ça? ça. Alors, si tu veux un peu que je te refasse l'historique rapide de ma vie de geek, parce que c'est ce que je dis très souvent, c'est vrai que j'ai deux vies qui se rapprochent de plus en plus, et ça me fait bien plaisir. C'est-à-dire que j'ai toujours eu vocation à être enseignant, directeur d'école, c'est pas une vocation, on le devient la force des choses, et ça plaît ou ça plaît pas. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais mon côté informatique, voilà, si on remonte à 12 ans, mon premier ordinateur, tout de suite intéressé par pour les plus vieux, la Mule, MSN, Caramel, je sais pas si ça te rappelle des choses, voilà, on Ah bah commence si, là-dessus. on a tous eu, hein, enfin tous eu. Genre, on parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais on a tous eu notre Exactement, c'est pour caramel ça, quand je sais même. pas que... Donc voilà, on commence là-dessus, ça nous plaît, du coup on oriente ses études, sachant quand même, je le sais depuis, j'ai la chance de le savoir depuis que je suis collégien, que je souhaitais devenir enseignant. Pourtant issu d'un milieu ouvrier totalement, dans ma famille il n'y a aucun enseignant, j'étais le premier, mais voilà, j'ai Ouais. toujours eu la fibre. Bref, je vois le conseiller d'orientation au lycée et je lui dis voilà, moi je veux devenir enseignant. Ah, avec le niveau que tu as, mathématiques, informatique, c'est dommage, tu pourrais partir sur ingénieur. Je dis ah non, moi c'est non négociable, ma vocation est trouvée. Par contre, est-ce qu'on peut voilà continuer dans la voie informatique et un jour ou l'autre devenir enseignant? Puisque c'est un concours ouvert à toutes les licences, il n'y avait pas de problème. Donc Ouais. je suis parti sur une licence mathématiques informatique appliquée aux sciences. Ça s'appelait MIAS. C'était également une autre époque puisqu'on avait encore des DUG.
Et donc j'ai fait mes études maths info à Nancy, une super fac, le campus sciences de Nancy, et j'ai continué à m'éclater en informatique, à faire un peu de développement, Pascal, Camel, Java, je garde quelques. Et en même temps, voilà, cette vie sur Internet où j'avais envie d'être acteur de ce qui se passait sur Internet. Modérateur sur plusieurs forums d'entraide. Ça se lançait seulement à l'époque. Et mon côté touche à tout, envie de créer mon propre forum d'entraide informatique. À l'époque, sur Internet, il y avait beaucoup de teams. Donc, je décide de créer ma team qui va expliquer l'informatique de A à Z. La team, c'est ça, la team A à Z, la team A à Z, d'accord. Donc, la team A à Z voit le jour, teamaz.com, une team à moi tout seul. Pendant plus d'1 an, je suis seul sur mon forum et mon côté pédagogue revient au grand galop également, puisqu'en fin de compte, tout ce que je sais faire en informatique, où on est toujours celui qu'on appelle quand il y a un problème avec le PC, et ben je me dis autant apprendre aux gens, comme on dit, donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. C'était un peu ma devise dans ce sens-là, où plutôt que de réparer l'ordi du copain, de tout le monde, autant faire un mode d'emploi, t'as telle galère, tu agis comme ça, et tout le monde deviendra plus ou moins autonome. Donc c'était mon objectif, le tout gratuit, le rendre service. Donc en 1 an, j'ai dû publier une centaine de tutoriels, puis d'autres passionnés sont arrivés, c'est chouette ce que tu fais, on peut t'aider, paf, on les passe modérateurs, et de fil en aiguille, on se retrouve 10 ans après avec un forum sur lequel moi je ne participe plus pour résoudre les problèmes. Il y a une équipe de 10 personnes et que je remercie, j'en profite. Ah oui, et je les félicite qui sont... c'est une vraie team maintenant. Ah mais c'est une vraie team, ils sont bénévoles, on peut saluer JB, Nash, Chewbacca, Pal Reader, Ch'timi. Alors, excuse-moi Cédric, mais quand j'entends Chewbacca, je peux pas m'empêcher de faire voilà. Salut Chewbacca. Ah ouais, c'est pas mal. Chewbacca, administrateur sur Team AZ. Et voilà, et c'est des gens que je n'ai jamais rencontrés dans la vraie vie. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble sur Team AZ. On publie, on s'entraide, on aide les gens. Et à l'heure actuelle, on est sur un forum qui a dépassé les 200 000 visiteurs par mois et le 1 million de pages affichées. Tout ça, c'est parti. Est-ce que tu as des enseignants, des profs qui viennent sur ce forum? Ou pas spécialement? Très peu. Non, pas spécialement. Il est vraiment, vraiment orienté bidouille informatique et nettoyage. Et voilà, on a ou bien les gens qui tombent chez nous parce qu'ils ont une galère avec un virus ou autre, et là on a des helpers pour les aider. Ou bien on a des gens qui sont intéressés par les versions modifiées de Windows parce que au tout début c'était un peu ça notre premier champ de découverte bidouille geek. C'était tout ce qu'on appelait les Windows Unattended, avec des gens qui remettent à leur sauce des versions de Windows où tu peux mettre tes clés perso dedans, mais le Windows a été revu, optimisé, recompilé. Voilà, donc on a un peu différents profils de gens qui viennent, et puis on commence à bien s'étoffer. On parle portable, on parle tout. Donc si tu veux, ça a été ma vie geek. Du coup, réseaux sociaux, pas mal de followers sur les réseaux sociaux. Puis de fil en aiguille arrive le moteur de recherche Quant sur Epinal, donc j'étais hyper fier, hyper content. Ah oui, parce on va en parler, mais tu es à Epinal. Voilà, donc Quant débarque à Epinal, donc moi je fais appel du pied à Guillaume Champeau qui avait créé lui Numérama quand moi j'ai créé la team AZ. Donc je lui dis vous installez Epinal, c'est chouette. Ah ouais, t'es d'Épinal, on savait pas. Du coup je rencontre des gens de l'équipe de Quant. Éric Léandry vient dans mon école, donc voilà, on a grandi son réseau, super sympa. Et la dernière étape, c'est notre ami commun, donc Benjamin Viau, pareil, me voit assez actif sur les réseaux à parler de son ENT, donc on rentre en contact directement, parce que voilà, j'ai envie de dire qu'entre geeks, il y a une certaine fibre où ça passe tout de suite, et on n'a pas besoin de faire trop de cérémonial, on se passe un coup de téléphone, on discute, et voilà, je n'ai rencontré que des gens sympas, mais ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve dans ton émission, c'est d'avoir ouvert mes horizons jusqu'à ce c'est une consécration, disons-le, c'est une consécration. Alors, tu as salué Chewbacca, mais je vais saluer Benjamin Viau, que tu viens de citer, qui est le président d'EdTech France, qui est le CEO de Benelux School, qui est un environnement numérique de travail, une ENT, qui est utilisé chez toi et dont on va parler. Et vous l'avez compris, c'est Benjamin qui m'a aussi conseillé de te contacter. Déjà, je ne le regrette pas. Voilà. Donc, Team A à Z, allez voir si vous avez envie de bidouiller, d'avoir des conseils et peut-être un onglet spécial éducation. Moi, je pense que ça pourrait être. Mais ça m'a traversé l'esprit plus d'une
d'une fois, tu imagines, hein. Ça m'a traversé l'esprit plus d'une fois, mais bien sûr, de faire un onglet, je pourrais même partager, parce que là, on parle numérique, mais je suis avant tout un pédagogue. Bien Donc, sûr. si tu veux, moi, des ressources je suis sur le cycle 3 depuis des années, voilà, pour même partager, je suis quand même très esprit partage, partager mes séances d'histoire, de géographie, d'anglais, de sciences, de maths, de français, ça m'a déjà, mais il y a déjà tellement de bons blogueurs qui sont orientés 100% éduc que voilà, j'ai pas voulu tout mélanger. J'aurais peut-être voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut peut-être quand même rester dans un domaine. Pour un site internet, c'est bien d'avoir une identité et je suis pas parti dans tous les sens. Ouais. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, dans EdTech, il y a Ed, il y a Tech. Là, on a quelqu'un qui est Tech, mais qui est aussi et surtout très très Ed. C'est intéressant ce que tu as dit. Ton conseiller d'orientation qui te déconseillait d'être prof parce que tu avais un trop bon niveau en maths. Au secours. Heureusement que tu l'as pas suivi. Ouais. Heureusement que tu l'as pas suivi pour faire ce que tu aimes. C'est la réalité, hein. C'est la réalité. J'ai fait les mêmes études que mon frère, qui lui, pour le coup, n'avait pas de spécialement de vocation, donc il s'est laissé orienter ingénieur. Il est aujourd'hui ingénieur informaticien à Paris. Il en est très heureux. Et il gagne très bien sa vie, mais voilà, je ne me serais pas mis à sa place. Moi, je me vois pas vivre sans des élèves autour de moi. Bon, génial. Alors justement, c'est de ça dont on va parler maintenant. Tu es directeur d'école. Qu'est-ce que ça signifie être directeur d'école concrètement? Parce que j'ai cru entendre là qu'il y avait une réforme, on avait fait des annonces. Bon, c'est quoi concrètement être directeur d'école, une école élémentaire aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Moi, je suis directeur d'école depuis 10 ans, même si mon tout premier poste c'était directeur qu'on appelle chargé de classe. J'étais seul dans mon village, donc directeur de moi-même. Il y a pas tellement d'enjeux, mais voilà, au moins on goûte à l'administratif. Et ensuite, depuis 5 ans maintenant que je suis sur Épinal, ça fait 5 ans que je suis directeur d'école. Alors c'est assez amusant puisque pour échanger avec des gens de la France entière, sur Épinal, les écoles à 5-6 classes. Je suis actuellement directeur 6 classes. Ce sont des écoles déjà importantes, alors que pour les gens de Paris ou autres, 6 classes, ce sont les petites écoles et on est tout de suite sur des écoles à 15-20 classes, ce qu'on a très très peu dans le département. Donc la spécificité quand tu es directeur d'école de petite structure, 5-6 classes, c'est qu'en fin de compte, tu as 3/4 temps enseignants dans ta classe. Moi, j'ai des CM2 et tu es seulement à quart temps directeur. Alors bien sûr, tu es directeur tous les jours, mais voilà, pour l'organisation de la semaine, moi, on me libère. Cette année, c'est le jeudi. Voilà, le jeudi, je me consacre à l'administratif et à avancer les dossiers de l'école. Et le reste de la semaine, je peux être en classe avec mes élèves. Et ça, moi, j'y tiens. Voilà, j'y tiens. J'y tiens. Et c'est vrai que l'actualité est un peu de créer vraiment une fonction de directeur où on serait dans un corps à part, on aurait une grille de salaire à part. Et moi, je suis pas forcément favorable. Moi, je suis très content d'être à l'égal de mes collègues. On peut piloter une équipe sans forcément qu'il y ait de rang hiérarchique ou de décisions à imposer. Moi, je suis assez pour les décisions collégiales, avec voilà le petit truc en plus, celui qui impulse, celui qui tranche quand il faut trancher. Mais non, c'est un job qui me plaît bien. Et je suis directeur d'école. Management participatif, si je comprends. Mais oui, non, c'est vrai que c'est exactement. Ça me plaît. Il y a combien d'enseignants Alors moi, je suis sur une école 6 classes, je t'ai dit, mais en fin de compte, il y a beaucoup plus d'enseignants parce que l'école de la Loge Blanche à Épinal multiplie les diversités. On est une école qui chante, école CHAM, classe à horaire aménagée musique, ce qui fait que j'ai deux professeurs du conservatoire qui travaillent avec moi. Ensuite, j'ai une coordonnatrice Ulysse pour accueillir les enfants qui ont eu une reconnaissance MDPH et pour lesquels la prise en charge doit être renforcée en maths et en français. Qu'est-ce que ça veut dire MDPH? Parce que ça, c'est le truc de l'éducation nationale. Vous êtes plein d'acronymes, terrible. MDPH. Alors là, pas de bol, MDPH, figure-toi que ça a été justement pour simplifier et que c'est la MDPH, tout le monde y a affaire à partir du moment où on veut une reconnaissance de handicap, elle gère totalement, que ce soit le scolaire ou le privé. Si quelqu'un veut une reconnaissance de handicap, il passe par la maison départementale pour le handicap. Il y en a une par département. Et c'est elle élèves en situation de handicap. Voilà. Donc, des élèves qui chantent, des élèves en situation de handicap qui peut-être même des élèves de l'unité d'enseignement externalisé, UEE. Donc là, nouvel acronyme. Je vais t'en balancer plein, je sais que t'adores ça.
Donc eux, ils sont issus de l'IME, l'Institut médico-éducatif, Ouais, l'IME d'Épinal. Donc là, on est sur du handicap lourd où les enfants ne peuvent pas être scolarisés en d'accord. classe ordinaire. Donc ils sont pris en charge par l'IME. Mais tout de même, il y a une réelle volonté de l'institution que ces enfants soient partie prenante de la vie scolaire. Donc dans mes locaux, il y a une classe qui leur est dédiée. Ils y viennent en minibus. C'est géré totalement par l'IME avec une enseignante Mhm. détachée, mais qui du coup fait également partie de l'équipe. Après, on a un RASED, réseau Ouais, d'aide, ouais. avec psychologue scolaire et maître spécialisé. Pareil, ils font partie de l'équipe. Donc, ce qui fait qu'à la fin, quand on se retrouve autour de la table, on est 12, 13 enseignants pour une école à 6 classes. Ouais. D'accord. Ouais. Donc une école avec pas mal de particularités, tu l'as dit, beaucoup de Oui, on est multiplié à diversité. la loge blanche. Ouais, ouais. Mais c'est bien. Le Ah oui, management c'est super de riche la pour moi. Ah oui, oui. diversité. Ah oui. Ouais. Et alors, comment est-ce que le numérique arrive à trouver sa place là? Parce que c'est vrai que euh, quand on parle de numérique, d'école, on pense pas spontanément aux écoles élémentaires. Donc, comment, quand on a un directeur qui est par ailleurs un animateur d'un forum informatique, qui a une passion pour l'informatique, comment est-ce que ça se traduit concrètement? J'imagine que on fait un petit peu plus de choses avec le numérique à la Loge Blanche qu'ailleurs. Oui, alors c'est sûr que c'est vraiment moi la grosse chance de notre métier, hein, ce qu'on appelle la liberté pédagogique, c'est-à-dire que Oui, nous on oui, a un cadre, hein, on a un cadre ministériel avec des objectifs à atteindre et des programmes, mais après la manière dont on veut les mettre en place sont à la liberté de chaque enseignant et ce qui me permet à moi, mais depuis que je suis dans le métier, de effectivement mettre du numérique à toutes les sauces et j'ai testé pas mal de choses, des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. oui. Donc effectivement, ça c'est la première chose, c'est-à-dire que chaque collègue peut. Après, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Le Mhm. numérique a un coût. Le premier coût, ça va être le matériel. Hein, faire du. Alors, moi, je suis aussi très partisan du numérique décroché, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'informatique sans Ouais, ordinateur, hein, ouais. travailler sur la logique, l'algorithme, le Ouais. Oui, on déplacement. peut apprendre le code On sans écran, quoi. Exactement, Ouais. ça moi et j'y suis très favorable, je le pratique avec mes élèves, ça marche super bien, et c'est même pour moi un incontournable avant de rentrer dans vraiment tout ce qui est logiciel. Mais voilà, il y a un moment donné quand même, on ne peut pas vraiment bien bosser si on n'a pas le matériel. Et pour avoir tourné quand même depuis le début de ma carrière, j'ai quand même remarqué que là, il n'y a pas le choix, il faut avoir une municipalité, hein, je sais pas si Ouais. tu es au clair, mais les écoles primaires, c'est le budget de la mairie, voilà, Mhm, ville. mhm. Oui, C'est la c'est une des collectivité, notre difficultés collectivité. aussi pour les entreprises EdTech, c'est que l'utilisateur final, c'est-à-dire l'élève, l'enseignant, l'école, n'est pas le payeur. Puisque Exactement, voilà, c'est la voilà. collectivité. Et c'est pas les mêmes collectivités, je dis pour ceux qui nous écoutent, qui le savent peut-être pas, selon qu'on ait une école élémentaire, un collège ou un lycée. Là, il va y avoir le C'est département ça. ou bien la région. Alors ouais, au final c'est assez simple à comprendre. Hein. C'est une organisation, je crois vraiment typiquement française. Hein. Pour d'autres pays européens, ça ne gère pas pareil. Mais voilà, en France, l'école élémentaire est gérée par la mairie. Puis Ouais, après, les collèges sont gérés par le département. Puis au-dessus, les lycées sont gérés par les régions et les facs au niveau national. Donc c'est à chaque fois qu'on change de structure, on change ouais, d'échelle ouais, collectivité territoriale. Et donc nous, comme les écoles primaires, on est géré par la collectivité territoriale la plus petite et surtout la plus nombreuse. Il y a quand même 36 000 communes en bien France, sûr. ce qui fait qu'il y a 36 000 budgets différents pour décider la place que l'on veut mettre au numérique. Et je suis passé dans des écoles, dans des villages où on avait des VPI accrochés dans toutes les salles de classe, 10 ordinateurs par classe mobiles et encore des tablettes, des visualiseurs. Et on peut passer dans d'autres villages Ouais. où, en tout et pour tout, vous avez un radiocassette de 1984 comme seul outil pédagogique numérique. Donc, du coup, Avec des voilà. cassettes de Jean-Jacques Goldman d'époque. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre une grande disparité sur le territoire et d'une certaine manière une forme d'inégalité de traitement. On n'est pas tous égaux devant le service de l'éducation quand il s'agit de numérique. C'est ça. Alors en fait, si tu veux, moi, au niveau national, il y a quand même eu des choses qui ont été faites et il faut les saluer. Déjà, on a créé les DAN, hein, Oui, délégations académiques au numérique. Si tu veux, déjà au niveau de chaque académie, maintenant il y a vraiment une structure qui gère le numérique.
donc les DAN. D'ailleurs, il y a un E, numérique éducatif. Les DAN, si tu veux, vont piloter et vont avoir, elles, cette vision, et puisqu'on a un délégué au premier degré, vont avoir cette vision justement de l'académie et vont pouvoir voir là où le bas blesse et essayer de savoir pourquoi et de monter des projets, rentrer en contact avec les collectivités. Donc ça, c'est quand même une chouette initiative. On a également eu ce qu'on a appelé les ENR, les déploiements numériques ruraux. Donc en fait, dans tous les villages, tu pouvais te faire subventionner du coup par la région, peut-être même au niveau national, et c'était plus aux collectivités de payer pour être équipé au niveau TBI essentiellement. Alors, TBI et classe mobile. Voilà. Tableau blanc interactif. Merci. Tableau blanc interactif. Ouais. Et ENR, école numérique rurale. Donc il y a eu 2-3 vagues qu'on a appelées donc école numérique rurale, et c'était justement parce qu'on s'est rendu compte que dans les petits villages, mais quand des fois on a un budget de 2000 ou 2000 euros pour faire tourner son école, parce que son école elle ne comporte que 18 élèves, on peut pas en consacrer 500 au numérique, et 500 c'est à peine le prix d'un bon PC portable. Un TBI, maintenant c'est les VPI, les vidéoprojecteurs interactifs. Il faut partir sur 1500 euros. Donc, si tu veux, voilà, il y a quand même, je pense, une prise de conscience au niveau national que, justement, c'est un problème que ce soit les collectivités qui gèrent les budgets du numérique éducatif. Donc, la DAN vient compenser, a monté d'énormes projets, a fait bouger les choses. Mais il faudra quand même, à la fin, que la mairie donne son accord ou tout simplement fasse la demande. On a présenté des projets dans des communes où le maire n'avait plus qu'à signer, on subventionnait à 90% sa classe mobile, mais pour lui les 10% qui restaient c'était encore trop, et de toute façon il n'y avait pas besoin d'ordinateur à l'école, les bons vieux livres servent. Donc voilà, on a cette problématique là à résoudre où le numérique éducatif, on a besoin de matériel, le matériel, il y a que la mairie qui peut nous le payer. Parce que nous, le budget école, on va jamais pouvoir s'équiper numériquement. Et puis ça coûte cher. Non, mais c'est voilà, ce que tu pointes le doigt sur un sujet évidemment qui est majeur, qui est problématique. Et puis pour faire le numérique, il faut des ordinateurs, il faut du matériel, ça coûte cher. En même temps, quand on a le matériel, mais on peut avoir la tentation de ne pas l'utiliser parce qu'on sait pas l'utiliser. Donc voilà, la formation. Non, mais c'est ça. On peut avoir le contraire. Hein. Je suis aussi passé dans des écoles où il y a 3 valises d'ordinateurs qui traînent au fond de la classe. Ah bah oui, justement, là, la municipalité s'était laissée séduire, avait joué le jeu. On a eu 36 PC portables pour 40 élèves, sauf que la personne qui est nommée sur le poste là, ça l'intéresse plus du tout, parce que on est quand même aussi sur un secteur où ça bouge, les enseignants bougent de plus en plus fréquemment. On a de moins en moins de collègues qui sont dans la même école depuis 30 ans. Et c'est vrai que on arrive dans une école, on n'a aucune affinité avec le numérique, et les 36 ordinateurs portables restent au fond de la classe à dormir pendant 4 ans, et c'est de l'argent public gaspillé. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est pour ça que je dis pas que la solution c'est que tout le monde sorte le chéquier. Au bout des 4 ans. Exactement. Un problème donc donner de l'argent, voilà, c'est le message de ce podcast. Donnez-nous de l'argent dans les écoles, aux profs, aux directeurs, et puis à tous ceux qui produisent aussi des ressources numériques. Non, mais on va parler de mon exemple concret. C'est pour ça qu'on est la ville d'Épinal. Par exemple, ville d'Épinal, vraiment pour l'éducation, il n'y a rien à redire. Ils sont très bons partenaires, ils sont très bons payeurs. On pourra reparler du déploiement des ENT qui a été une super initiative, et j'en suis ravi. Mais si on rentre dans le concret, malheureusement c'est un coût. Il y a 24 écoles à gérer. Moi, j'en suis à ma 2e école sur Épinal, dont je suis directeur, donc je participe à ce qu'on amende la demande de budget numérique. Hein, vraiment une demande à part des budgets de fourniture. Tous les ans, la mairie nous sollicite. Qu'est-ce que vous voulez comme équipement numérique? Et donc moi, je suis dans une école à 6 classes. Je suis arrivé cette année, donc il y avait 2 VPI en place. Et j'ai dit, mais moi, je veux 4 VPI. Les fameux vidéoprojecteurs interactifs. Pour moi, c'est quand même maintenant un incontournable. Et ça coûte combien? Alors, justement, donc la mairie d'Épinal travaille avec du matériel de qualité. On peut en avoir à moins de 1000 euros, mais eux, installer, faut partir sur 1500 euros. Si on veut le PC qui va avec, parce que sans PC, le VPI ne sert à rien, c'est 2000. Donc, c'est quand même une enveloppe de 2000 euros. Quand moi, j'arrive et que je dis, moi, je veux toutes mes classes, j'en ai parlé avec les collègues, on va monter des projets, j'aimerais toutes les classes équipées VPI, on me dit 4 x 2, 8000 euros, monsieur Cardinal, on les a pas. On les a pas, il faut qu'on partage. Donc, un peu la politique d'Épinal depuis que j'y suis depuis 5 ans, c'est que chaque école, on lui équipe d'un VPI par an. Mais on parle quand même d'écoles des fois à 7 ou 8 classes. Tu t'imagines qu'on se projette qu'elles seront toutes équipées numériquement en VPI dans 7 ans.
Alors là, est-ce que, voilà, au niveau national, il pourrait pas y avoir un coup de pouce pour un plan national VPI? Enfin, pour moi, le VPI, c'est devenu un incontournable de nos écoles. Le tableau créé, c'est un peu dépassé. Tes collègues, ils restent très attachés, je peux le comprendre. Mais quand on voit tout ce qu'on peut faire, qui dit VPI, dit que tout ce que tu peux faire maintenant avec toutes les entreprises EdTech qui se déploient à vitesse grand V, mais tu peux directement les utiliser au sein de ta classe. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que ça soit facile d'utilisation, interactif, intuitif. Le VPI, on te branche donc ton vidéoprojecteur au-dessus de ton tableau Velleda, donc on passe au Velleda pour avoir une belle surface blanche. Et là, on se branche sur l'Alilo, on se branche sur le NT, on se branche sur Audacity si tu veux faire un peu de son avec tes élèves. Et on le fait en direct avec eux de manière simple, interactive. Et là, on va rentrer dans l'utilisation pédagogique de l'outil. Après, moi, je vois pas comment on va pouvoir déployer les EdTech et le numérique éducatif si jamais on ne peut pas centraliser à les élèves. Moi, je suis pas pour une numérisation de l'école, chaque élève derrière son ordinateur. Moi, on va numériser l'école, mais on va rester un groupe classe. Donc, on va le faire ensemble. Et donc, le tableau, c'est l'élément fédérateur d'une classe. On a eu pendant 200 ans des beaux tableaux à créer. Je pense que là, on est en train de prendre un virage, le virage du numérique. Et on va tous avoir dans 50 ans, c'est pour moi inévitable, des tableaux blancs et des VPI. Mais sauf que là, je trouve que ça va pas assez vite. Mon côté geek me fait dire que ça va pas assez vite. Je suis pas patient. Et la période qu'on vient de traverser, parce qu'on peut pas l'occulter, qui a été celle de la crise, dont on est un peu sorti, mais on sait pas ce qui nous attend à la rentrée. Avec le confinement, comment ça s'est passé pour une école primaire, quand les enfants peuvent plus venir à l'école? Est-ce que vous avez réussi à garder un lien? Comment ça? Raconte-moi un peu ça, cet épisode. Alors c'est vrai que là, c'est un gros dossier. Là. Du coup, on part sur un podcast de 2 heures, j'imagine, parce que je te fasse plusieurs saisons. D'accord. Non, parce que voilà, on pourra difficilement résumer l'expérience qu'on a vécue. Après, si j'en dégage 2-3 grandes lignes. La première, bien entendu, c'est que ça a été un accélérateur de l'utilisation du numérique pour tous. Dans le paysage enseignant, je suis pas le seul. J'ai de nombreux collègues avec qui on se retrouve. Le numérique est déjà bien implanté chez certains. Après, il va y avoir comme partout, il va y avoir ceux qui en ont un usage modéré et ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Et ce confinement a obligé ceux qui ne voulaient pas en entendre parler à s'y intéresser fatalement. Du jour au lendemain, tu n'as plus les élèves sous la main. On va pas leur écrire des lettres et donc on est obligé de passer par l'usage du numérique. Il s'avère que moi, dans mon équipe sur place, j'avais justement tous ces profils. J'avais le profil du collègue très friand de numérique, j'avais les collègues qui l'utilisent à petite dose, et la collègue qui était à sa dernière année, on a fêté sa retraite la semaine dernière, qui pour elle m'avait dit clairement non, écoute Cédric, moi le NT par exemple, non, tu donc, vas pas le NT, c'est l'environnement numérique de travail. Il y en a dans les collèges, il y en a dans les lycées, il y en a parfois dans les écoles primaires. Ouais, bon, on pourra en dire un mot parce que c'était super intéressant. Mais donc voilà, la collègue là m'avait dit Cédric, moi tu me fais pas rentrer dans le projet numérique s'il te plaît. Et je lui avais dit mais non, on va pas te faire ça ta dernière année, je peux comprendre. Et si tu veux, par la force des choses, elle a fait le jeudi, Monsieur Macron nous annonce un confinement total, fermeture des écoles. On nous demande de réagir et de mettre en place une solution donc de communication avec les familles au niveau ministériel. Maintenant, je vois avec les collègues, on se met autour d'une table, on dit voilà les collègues, on va devoir garder le lien. Maintenant, il n'y a pas 36 000 façons de garder le lien. Ou on se met sur du téléphonique, ou on se met sur de l'échange de mails, ou on utilise un vrai outil professionnel qu'on a sur l'école, l'environnement numérique de travail. Il était déployé depuis cette année sur Épinal. Et là, je salue la ville d'Épinal qui a, pour le coup, trouvé les budgets, parce qu'on parle quand même d'un environnement à 15 000 € annuels, pour que toutes les écoles de la ville... Pour l'ensemble des écoles de la ville, c'est ça. Ouais. Donc, c'était quand même un beau budget. Donc, la ville d'Épinal, qui donc quand même s'intéresse beaucoup à ce qui peut se passer au niveau du numérique, avait décidé à la rentrée de septembre que toutes les écoles d'Épinal seraient dotées de l'ENT Benelux School. Et donc, mais après, libre aux collègues de l'utiliser ou pas. Et si tu veux, on va rester sur mon école. Voilà, j'ai 6 collègues, 3 utilisés quotidiennement.
Un l'avait mis en route pour faire le petit blog et il voulait que ça ne serve qu'à ça pour montrer aux parents ce qui se passait dans sa classe. Les deux autres avaient dit non, pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Le lundi, on vient d'apprendre le confinement, on se retrouve autour de la table, les 6 collègues. Qu'est-ce qui se passe? Et là, les collègues ont dit, si, quand même, il y a un outil, vous dites que c'est bien, allez, tu nous montres exactement. On se met d'accord, on peut avoir un usage très simple, mais qui, au final, fait gagner du temps aux enseignants. Moi, je suis partisan que le numérique doit être un facilitateur pour l'enseignant. Si c'est pour lui donner plus de boulot, c'est pas la peine. Mais si on parle de comment gérer l'école à distance, on avait le choix entre créer des outils, les envoyer par mail, faire des mailings, des échanges, rappeler les parents, ou bien donner un identifiant unique. Les parents s'y connectent et trouvent tout là. Ils trouvent les services de messagerie pour échanger avec l'enseignant. Ils trouvent le cahier de liaison pour avoir les informations importantes. Et ils peuvent même, pour les plus aguerris, trouver des exercices en ligne, des activités ouvertes dans la médiathèque. Donc, on a un outil complet et chacun va se l'approprier comme il voulait. Et au final, après 2 mois de confinement, la collègue qui ne voulait pas en entendre parler a fini l'année sur Benelux, a posté toutes les semaines des comptes rendus. Donc pour moi, ça a été une belle expérience. Elle part quand même à la retraite ou elle a décidé de prolonger Elle part quand même à la retraite et je lui en souhaite une très bonne. Ça a été. Ça a été le côté super positif. Après, on s'est rendu compte, parce qu'on va pas faire un portrait idyllique. On s'est rendu compte, à contrario, que, je suis sur une école quartier prioritaire de la ville. 90% des familles, ça leur a convenu. Mais on va pas les oublier, les 10% de familles qui ont en tout et pour tout un téléphone portable avec un forfait limité pour gérer l'école à distance. Donc là, ça a été l'occasion de vraiment faire un état des lieux du numérique dans les familles. Et on se rend compte qu'il y a une vraie fracture sociale avec certaines familles, que ce soit où ils ont les outils mais ils savent pas les utiliser, où ils n'ont pas l'argent pour avoir les outils. Et là, encore une fois, je salue la ville parce que la ville a rebondi très vite et a proposé pour ces enfants-là que tout ce qui était mis en place sur l'ENT pouvait être diffusé gratuitement. Ils ont imprimé et porté à domicile tous les documents qu'on mettait sur l'ENT. Et donc, si tu veux, nous, on a pu vraiment sortir de ce confinement avec un sentiment de satisfaction où les élèves décrocheurs se comptent sur les doigts d'une main, ce qu'on a vraiment perdu parce que entre l'usage du numérique et la ville qui a pris le relais pour ceux chez qui c'était pas possible, ça s'est super bien passé. Le chapeau, on félicite. J'ai envie de donner une image, comme on donnait des images aux bons élèves. Mais il faut dire bon point, Rémi. Il faut dire bon point. Mais sinon, mais ça va pas marcher parce que je voulais donner une image à Épinal. C'était j'étais obligé de le faire à un moment donné quand même. Non. Donc un confinement qui a été un accélérateur d'usage, qui a par la force des choses converti ceux qui pensaient pas se convertir au numérique, qui en ont perçu les bienfaits. Et ce que tu as dit est extrêmement important. Le numérique doit être un facilitateur pour l'enseignant. Ça ne peut fonctionner que si ça rend la vie plus facile, que si ça rend la vie plus simple, ou que si les apprentissages sont facilités. On me demande parfois c'est quoi une bonne solution EdTech. C'est une solution qui marche, tout simplement. C'est ça, qui marche et moi c'est ce que j'ai essayé de montrer aux collègues. Par exemple, chose toute bête, notre environnement numérique de travail permet la rédaction des livrets scolaires. Les livrets scolaires, on peut être faits sur Benelux. C'est un outil qui, au final, on a tous nos élèves qui sont là. On peut facilement le rédiger sur l'interface qu'on utilise au quotidien, alors que depuis quelques années, au niveau national, on a ce qu'on appelle le livret scolaire unique, LSU. Et les enseignants, c'est quand même un constat. Les enseignants, à chaque période, quand ils doivent remplir ces LSU, râlent en disant oui, ça rame encore, parce que généralement, on a tous le même calendrier, donc on y va en même temps. Ça sature, ça bug. Et en fait, moi j'ai montré l'intérêt à mes collègues. Au premier semestre, j'étais seul. Au deuxième semestre, 3 collègues s'y sont mis. Et je suis sûr que à l'avenir, tout le monde va s'y mettre. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a un outil qui facilite la vie aux enseignants, alors que de l'autre côté, au final, les enseignants vivent ça comme une contrainte. Donc là, ils prennent plaisir à faire leur livret de manière numérique. Mais je vais donner des exemples concrets. Pour moi, par exemple, le cloud est un facilitateur. Le nombre de collègues qui la clé USB parce qu'ils ont fait leur travail à la maison, puis je l'ai oublié, et puis les enfants ont fait un travail, il faut que je sauvegarde sur ma clé, où est-ce que j'ai mis ma clé?
je leur montre le cloud. Il y en a un donc intégré à notre ENT, mais sinon on a des solutions comme Ubique ou Cozy Cloud qui font le boulot. Et pour moi ça c'est un vrai facilitateur. Et généralement une fois que je le montre aux collègues, mais ça y est, ils sont convertis dans la journée. Et après les clés USB les oublient. Donc on a toutes ces solutions là qui peut-être les enseignants ne sont juste pas informés qu'elles existent. Voilà. Et une fois qu'ils les ont, ils se demandent comment ils ont fait ça parce qu'on leur fait gagner du temps. Donc moi je suis très partisan du numérique pour aider, du numérique pour aider les collègues, du numérique pour aider les élèves, et pas du numérique pour faire du numérique. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un directeur geek, c'est surtout ça la clé. Ils ont le formateur et le facilitateur aussi à disposition, c'est vrai. Oui, bah c'est sûr que j'aime partager mes trouvailles et leur montrer à quel point on peut facilement gagner du temps. Je veux dire, on trouve des générateurs de tout maintenant en ligne. On peut générer des bandes d'exercices, on peut générer des tables de multiplication. Enfin, on peut vraiment, vraiment, et on peut après pousser plus loin si on veut vraiment rentrer dans le vif de la tech avec des solutions comme Plume. Je crois qu'elle a rejoint les Tech Plume. Plume, c'est une chouette application. Ah ouais, tu les connais même par leur prénom. Je les connais tous, bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu crois? Et donc, si tu veux, pour moi, Plume, c'est un bel outil. C'est un bel outil parce qu'encore une fois, on va avoir ce côté numérique qui va donner déjà envie aux enfants de rentrer dans l'activité. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, Plume, c'est une solution de lecture en ligne, mais également de production d'écrit, mais où après chaque enfant a son compte et on peut suivre la progression des enfants. Le logiciel suit leur progression, l'enseignant suit leur progression et peut donner des indices. Et là, on va rentrer dans un système on va dire de triangle didactique où on va faire rentrer l'application dans le triangle et l'enseignant doit rester le maître à bord et doit donner le cap, mais si l'application rend la chose plus ludique, plus simple pour l'enseignant à centraliser toutes les productions des élèves, plus simple pour l'enseignant à contrôler ce que fait l'élève, la petite fiche carton comme on faisait en 1990 pour cocher les livres qu'il avait lu à l'ABCD, et puis au bout d'un moment qu'on voyait que c'était que des BD, dire mais je veux dire là maintenant tout est là, attention, tu ne lis que des romans de science-fiction, essaye de rentrer dans des romans de polar, ou est-ce que tu lirais pas un peu de contes et tu lui verrouilles. Enfin voilà, moi je pense que les techs vont vraiment augmenter notre enrichir, et Plume qui a été fondée par Aude est enseignante. Elle est un peu moins aujourd'hui parce que quand on lance une entreprise, évidemment, on a beaucoup de choses à faire. Mais jusqu'à l'année dernière, elle était prof. Donc, ce sont des solutions qui sont conçues par des pédagogues pour des pédagogues, quoi. Et je trouve qu'il y a des gens qu'on a assez peu entendus parce que période post-confinement, on a entendu des enseignants, on a entendu des ministères, on a entendu des entrepreneurs, on a assez peu entendu les élèves. Moi, j'aimerais bien donner la parole aussi aux élèves. Donc, puisque les élèves ils sont revenus à l'école avant de repartir en vacances, quelle a été eux leur perception de cette période-là? Comment est-ce qu'ils ont vécu ce lien un peu distendu avec l'école? Est-ce qu'ils étaient contents de revenir? Est-ce qu'ils étaient contents de revenir? Ouais, alors il y a deux questions dans ta question. Moi, c'est vrai que je vais pas être là pour le coup le bon exemple, parce que moi, mes élèves, on avait déjà un usage intensif de l'environnement numérique de travail. Donc, si tu veux, moi, j'essayais certains de mes élèves n'ont plus d'agenda. Ils ont l'agenda en ligne. Je les autorise puisqu'on peut sur l'agenda en ligne valider qu'on a bien fait ses devoirs. Puis après, moi, je contrôle en classe que ça a été fait. Donc, les élèves qui ont acquis une certaine autonomie avec l'outil numérique, je les dispense d'agenda dans ma classe. Donc, si tu veux, moi j'ai des élèves qui déjà suivaient leurs devoirs en ligne, répondaient à mes questionnaires de lecture en ligne. On avait des blogueurs, chaque classe a ses petits métiers, avec celui qui éteint les lumières, celui qui range les chaises, celui qui est le facteur. Et moi, dans ma classe depuis 3 ans maintenant, il y a le blogueur de la semaine, c'est-à-dire celui qui va être chargé de prendre les photos et à la fin de la semaine de faire un article de blog pour rendre compte aux copains sur le blog de la classe. Donc, si tu veux, cette transition, cette fait qu'on peut faire classe sur un ordinateur et sur un environnement numérique de travail, mes élèves, pour eux, ça a été d'un naturel sans nom. C'est-à-dire qu'ils ont continué. En fait, c'est juste qu'on n'allait plus à l'école. On faisait moi je faisais les deux, et ben là on faisait plus que le côté numérique à distance. Après, ta deuxième question, ça a été ce qu'ils ont été contents de revenir, mais bien entendu, le numérique, ça n'a quand même aucun lien social. On a essayé de garder même un lien social au niveau de l'école en organisant des petits concours avec la plus belle photo de la plus belle pyramide, des petites choses comme ça,
où c'est que les enfants interagissaient, même les parents d'élèves, avec des commentaires de blog, des choses comme ça. Donc, on gardait le contact plus avec les parents qu'avec les élèves par téléphone. Donc, ça aussi, le confinement a permis de déployer des choses humainement super intéressantes. Mais après, une cour d'école, c'est fait pour entendre des rires, des jeux, et ça, voilà, ça, chacun chez soi, ça le faisait pas. Et plus c'est petit, plus c'est dur. Donc moi, j'ai beau être un geek convaincu, j'aime avoir mes élèves en classe et faire du numérique avec eux dans la classe. Ah bah, de toute façon, l'école à la maison, ça n'existe pas. L'école, c'est à l'école. Voilà. J'espère. Hein. Bien sûr. Et cette période qu'on a vécue, elle a montré l'importance du numérique, l'intérêt du numérique. Mais le numérique, c'est pas fait pour des périodes comme ça. Enfin, la vie, elle est pas faite pour des périodes de crise sanitaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment à la rentrée, on va pouvoir capitaliser sur ces nouveaux usages, sur ces nouvelles pratiques. Ce que tu racontes de ton élève blogueur, je trouve ça formidable parce que tu utilises le numérique, mais tu apprends aussi à maîtriser le numérique. C'est-à-dire que il y a ce mythe des digital natives. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on utilise TikTok et qu'on a une tablette depuis qu'on est môme qu'on maîtrise le numérique et qu'on maîtrise les réseaux sociaux et qu'on maîtrise cet environnement. Donc comprendre comment fonctionnent les algorithmes, s'approprier les outils par un usage guidé par un enseignant, c'est la meilleure façon aussi de combattre cette fracture que tu évoquais tout à l'heure, cet électronisme qui frappe un certain nombre de Français, quoi. Oui, et c'est vrai qu'une matière au final dont les gens extérieurs au milieu de l'éducation nationale entendent peu souvent parler, pourtant c'est quand même une discipline qu'il faut prendre au sérieux, ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, le EMI. Et on a un super partenaire qui s'appelle le Clémy, qui fait partie du réseau Canopé, et je les salue parce que eux, alors ils font un boulot monstrueux, peut-être qu'il n'est d'ailleurs pas assez connu de tous les enseignants. Faut aller chercher les infos, mais je veux dire, moi je suis convaincu que le rôle de l'école en 2020, c'est également de former nos élèves aux usages du numérique et aux bons usages du numérique. Heureusement, on parle de plus en plus aussi du cyberharcèlement et autres. Le numérique, c'est pas que des licornes roses qui sautent, ça peut aussi être dangereux. Et du coup, voilà, moi j'essaye à mon petit niveau. J'ai pour ça aussi que je suis content d'avoir les CM2. J'essaye à mon petit niveau, mais on fait, si tu veux, on peut voir ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les programmes officiels. Je fais mes cours de français, mes cours de maths, et après je vais les enrichir grâce à l'outil numérique qui va venir apporter des choses en plus et qui va venir aider les enfants et m'aider moi dans mon objectif final. Et après de cet usage du numérique, on va en sortir des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait sur Internet, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'une identité numérique, pourquoi c'est dangereux de faire ça, pourquoi c'est pas bien de faire cela. Et voilà, on arrive à tout. Voilà, de toute façon, le numérique c'est complètement transversal. Hein. On peut le mettre dans tous les domaines de l'école, à tous les niveaux. Et à un moment donné, on se pose et on en fait du numérique pour du numérique à travers l'éducation aux médias et à travers un petit peu d'initiation au code informatique et autres. Mais c'est pas, voilà. Les gens pensent à tort que faire du numérique à l'école, c'est que de la programmation. Non, c'est vraiment un champ très, très, très. Et puis, on est dans un monde qui est numérique aujourd'hui. Donc, si on veut le comprendre, c'est difficile de ne pas s'y intéresser. Et puis, la question des fake news que tu viens d'aborder, elle est fondamentale, quoi. Et puis, les réseaux sociaux, enfin bon, tout sur quoi nos enfants sont et qui parfois nous dépassent, parce que les parents sont perdus. Mais complètement. C'est pour ça que voilà. Et ça pour le coup, je l'ai essayé sur mon site internet personnel parce que des parents me demandaient des conseils. Et tu vois, et là pour le coup, on est pauvre en France. Pour vraiment guider les enfants, guider les parents, sur. Moi, j'ai du mal à recommander un bon logiciel de contrôle parental parce que où ils sont trop restrictifs, où ils mettent pas forcément les en sécurité. Quant Junior, j'en suis un gros défenseur. Pour moi, c'est une belle solution numérique, mais qui tarde également à se développer parce qu'on en est maintenant à 8 années de développement. Il y a encore des choses à améliorer. C'est un beau produit, mais voilà, j'arrive pas à le défendre à 100% dans le sens où à des moments on me dit oui mais regarde on ne trouve pas ça, on ne trouve pas ceci. Donc voilà, dans tout et je trouve qu'effectivement en tant que parent non aguerri aux usages du numérique, je trouve qu'on peut pas être rassuré et que Internet fasse peur, je peux le comprendre. Le meilleur contrôle parental, c'est l'éducation des jeunes et c'est l'éducation des parents. C'est exactement, c'est ça. Et c'est ne pas mettre un téléphone, une tablette entre les mains de n'importe qui, à n'importe quel âge, sans aucun contrôle.
Voilà. Et sans aucun Oui, objectif. alors qu'on peut apprendre Sans des aucun choses objectif. extraordinaires avec YouTube, pour ne pas le citer. Mon gamin qui a 13 ans connaît des choses extraordinaires parce qu'il suit des chaînes scientifiques, mais parce qu'on l'a effectivement accompagné, on a regardé ce qu'il faisait, on Voilà. l'a informé. Et puis à l'école, ils en parlent aussi beaucoup, quoi. Le temps passe tellement vite, Cédric, c'est terrible. Je vois qu'il y a 43 minutes, 43 secondes. Mon Dieu, j'aimerais qu'on continue ce podcast encore pendant des heures, et je pense que ceux qui nous écoutent aimeraient encore t'entendre parler de ton expérience de directeur, parce que c'est pas souvent qu'on donne la parole aux gens du terrain. Voilà, et je le regrette bien, et je suis heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Il y a encore on doit annoncer des secrétaires d'État, hein. Donc s'il y a un secrétaire d'État à l'éducation numérique, Cédric, peut-être que tu seras appelé. Voilà, en tout cas. Surtout que Cédric O, Cédric C, je veux dire, ça perturbera pas trop les gens. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Oui, non, allez le suivre, hein, sur Twitter. Voilà, il a une petite communauté. Il m'a dit qu'au millième abonné, puisque t'es pas très loin du millième abonné sur Twitter, et Dieu sait que c'est pas facile d'avoir des abonnés sur Twitter. Tu offrais l'apéro à Épinal. Je crois que c'est ça, hein. Exactement, avec grand plaisir. Voilà, Place des Vosges, très belle ville, Épinal, qui gagne à être connue. Mais j'y suis jamais allé, figure-toi. Donc, moi, j'espère que j'aurai l'occasion de venir à Épinal. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec ton petit lapin derrière, là. Parce que je t'ai pris en photo, hein, donc sur les réseaux. Voilà. Ah oui, attends, on va faire la photo en même temps. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. Là, c'est un moment qui est pas très radiophonique, mais voilà, j'ai la photo de Cédric avec le lapin. Vous pourrez la retrouver sur les réseaux. Cédric, je te laisse la parole là. Tu sais. Souvent, quand il y a des entretiens, des choses comme ça, on dit voilà, est-ce que vous avez une question? Est-ce que on vous laisse 30 secondes de parole? Qu'est-ce que tu as envie de dire là? Des milliards de gens t'écoutent. J'allais dire des millions, mais on va dire carrément des milliards de gens t'écoutent. Cédric, tu as la parole, tu as le temps d'antenne que tu veux. Ah, c'est gentil. Non, mais moi j'ai envie de dire merci. Merci déjà pour ton invitation, être interviewé par le PDG de l'EdTech France. Oh non, c'est le Graal pour moi, puisque non. tu es en train de concilier mes deux passions, puisque c'est vraiment, voilà, moi, mais je remercie également l'institution, parce que je sens quand même que cette prise de conscience, elle existe depuis des années. Moi, depuis que je suis dans le métier, ça va faire 13 ans. Au début, on va dire que je me sentais un peu seul sur le numérique, ou en tout cas, ou alors avec d'autres collègues, mais qu'au niveau institution, je ne sentais pas cette volonté. Et là, je trouve qu'il y a un virage qui s'est opéré, ça fait 5-6 ans, où je sens que derrière, ça pousse aussi, et que ça a cette volonté que le numérique soit partie prenante à part entière du système éducatif français. Et moi, voilà, j'ai la chance de collaborer avec la DAN de Nancy-Metz, qui est super active et qui sont super chouettes. Et je fais un petit coucou à Christine et à Kadri, qui sont mes deux interlocutrices privilégiées à la DAN. C'est vrai que voilà, moi j'ai la chance, alors que ce n'est pas du tout dans mes attributions, et que tu sais que l'éducation nationale est très codifiée. En tant que directeur d'école, je n'ai pas ce rôle-là de pouvoir partager avec les collègues, de rentrer dans des boucles de formation numérique et autres. Et on me laisse cette possibilité-là parce que voilà, il y a une reconnaissance d'une certaine expertise, et ce sont des choses qui montrent qu'il y a une volonté générale de participer à ce virage numérique qui est en train de s'opérer. Je suis très content d'en faire partie, et j'espère que j'ai encore de beaux projets devant moi, et que je vais pouvoir m'éclater avec toi, avec la DAN, avec mes collègues, avec mes élèves, et je peux pas être plus heureux. Alors ça, c'est une super belle conclusion. Moi aussi, je remercie l'institution, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça bouge, et on sent que ça bouge de plus en plus vite. Et puis, tu as demandé l'autorisation à ta hiérarchie pour participer à ce podcast. Et tu l'as eu, voilà, donc exactement. Merci, et ça, merci les hiérarchies. C'est déjà exactement une belle reconnaissance, parce que être interviewé, on le fait pas aussi facilement que ça dans l'éducation nationale. Voilà, mais je pense qu'ils seront contents de ce que tu as dit, hein. Voilà. Mais j'espère en tout cas. Merci beaucoup à toi, merci à toute l'équipe pédagogique, merci à la ville d'Épinal qui manifestement joue parfaitement son rôle, et je serais heureux moi d'être parent d'élève à Épinal et d'avoir mon fils à l'école, la loge blanche d'Épinal. C'est gentil Rémi, on t'attend, y a pas de problème. Merci à tous, à très bientôt. On va en refaire maintenant que je sais comment ça fonctionne. Voilà, j'ai mon petit micro chez moi, tout marche. Donc je préviens les auditeurs qu'il va y avoir du podcast, hein. Attention, la machine est relancée. À très bientôt. Salut à tous. Ciao Rémi, merci beaucoup. Ciao.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast.